attaque tranquille. Donc, vous avez là quelques photos illustratives d'angioëdème. On va en voir beaucoup. Alors, il y a beaucoup de cas cliniques, hein, parce qu'on peut le faire un peu avec tout, là, les angioëdèmes. Donc, allergique et non allergique, c'est ce que vous m'avez demandé. Hein. Alors, on va commencer par la suivante. Un angioëdème du visage. Un petit QCM pour démarrer, s'il vous plaît. Un angioëdème du visage, que certains appellent œdème de Quincke, est toujours allergique. Est histaminique dans 95% des cas. Est considéré sévère si associé à dysphonie, dysphagie, dyspnée. Est synonyme d'œdème de Quincke, malheureusement. Nécessite une hospitalisation. Parfait. Bravo, messieurs, dames. BC. Alors, l'urticaire est une maladie allergique, est une maladie inflammatoire chronique, oui, est due à l'activation des mastocytes cutanés, se complique souvent de chocs anaphylactiques, se traite par corticothérapie générale en cure courte. Merci pour ça. Alors, une patiente est traitée pour angine par ibuprofène et amoxicilline. Au 4e jour du traitement, apparaît vers 5 heures du matin un œdème de Quincke qui la réveille. Dyspnée modérée. La patiente se rend immédiatement aux urgences au volant de sa voiture. Il s'agit vraisemblablement d'une hypersensibilité immédiate allergique à l'amoxicilline. Bravo. La biologie sera d'une aide précieuse. Non. On ne peut conclure sans réaliser de tests. Donc ça veut dire qu'il faut réaliser des tests. Bravo. Il s'agit d'une hypersensibilité d'allure immédiate non allergique. Oui. A priori, mais on va le confirmer après. Ces 2 médicaments doivent être contre-indiqués définitivement. Non. Bravo. Alors on va arrêter là. Alors ça c'était, il y en a certains qui la connaissent, moi je l'aime beaucoup celle-ci, surtout pour les angioëdèmes. Ça c'est donc les patients, vous verrez beaucoup de mails là, maintenant, mais à cette époque, il y avait encore des patients qui écrivaient avec un stylo sur du papier. Docteur Nicolas, mon fils Yves a rendez-vous le 25 juin pour des tests. Il est né le 8 janvier 1983, donc il a 20 ans ce garçon. Il a fait un urticaire géant au clamoxyle en 86. Donc, on a évité cet antibiotique. Le 22 décembre dernier, il a fait un œdème de Quincke après avoir passé un gel érythrogel 4% sur ses boutons d'acné. Le 23 mars dernier, vous connaissez X-Files, vous voyez cette série, hop, ça devient de plus en plus dramatique au fur et à mesure. Donc, le 23 mars dernier, il n'avait pris ni clamoxyle, ni érythrogel, ni aucun médicament. Il a refait un œdème de Quincke. J'ai donc noté qu'il avait mangé du nougat chinois, des concombres, des tomates, des betteraves, du magret de canard, de la sauce au poivre vert, des mangues, des litchis, du comté et des pâtes. Taoufik, tu as raison, je pense que si j'avais mangé ça, j'aurais probablement fait un œdème de Quincke. Et là, X-File, il y avait aussi un très gros bouquet de tulipes posé près de lui avec des jonquilles. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça vous ? Est-ce que c'est allergique ? Non. Une mère stressée. Alors, non. Oui, là vous exagérez les femmes. Hein. Parce que c'est vrai que vous êtes stressés plus que les garçons, heureusement du reste, parce que sinon on ne vivrait pas très longtemps. Mais non, là c'est pas. Je veux dire, elle s'occupe de son garçon, mais déjà le mot œdème de Quincke, il faut pas le mettre. Voilà, il faut dire. Nous, si on mettait urticaire segmentaire du visage, ça ferait peur à personne, mais le mot œdème de Quincke fait peur à tout le monde. On voit bien qu'il est mort de rien. Donc, le problème de cet homme, c'est quoi, à votre avis, sa maladie sous-jacente qui explique ça? C'est une urticaire chronique. Exactement. Alors, quand on dit nous urticaire chronique, il y a bien sûr des patients qui font des poussées d'urticaire, et puis il y a ce terrain d'urticaire, de fragilité mastocytaire. Une fois c'est de l'urticaire alimentaire, une fois c'est de l'urticaire de contact,
érythrogel, c'est un gel qui est assez irritant. Et puis une fois, c'est une urticaire médicamenteuse. Et puis il va y avoir le bac, et puis une fois, ça va être une urticaire de stress. Donc ça, voilà, on inclut ça dans le terrain d'urticaire et on appelle ça en effet un enfant qui a une urticaire chronique, même s'il ne le sait pas encore. Mais on verra d'autres exemples. Alors, s'il vous plaît, là, il faut faire la différence. Est-ce que c'est une urticaire chronique spontanée auto-immune? non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de conséquence entre les deux. Il n'y a pas de conséquence pratique de la différence urticaire atopique ou urticaire auto-immune. Il n'y a aucune différence pratique. Alors, angioœdème allergique ou non allergique? Chers confrères, vous allez recevoir en consultation né en 70 qui présente depuis plusieurs années des épisodes d'angioœdème répétés ainsi que des épisodes de choc anaphylactique ayant nécessité ces dernières années plusieurs passages aux urgences avec adrénaline corticoïde. On ne retient pas de cause évidente à ces manifestations plutôt allergiques. Devant une tryptase un peu élevée, on a réalisé un bilan complémentaire qui ne retrouve pas d'argument pour une mastocytose. Le reste des examens est normal. Compte tenu de la gravité des épisodes et de caractère répété, je vous l'adresse en consultation pour expertise plus approfondie. Donc, ça c'est tous les jours, et c'est tous les jours. Alors, cette affaire-là, ces chocs anaphylactiques, en fait, c'est des poussées d'urticaire particulièrement intenses, peut-être avec des signes extracutanés. Et pourquoi est-ce qu'on lui a fait des corticoïdes et de l'adrénaline? On n'en sait rien du tout, mais bilan parfaitement normal, c'est un patient qui a une urticaire chronique assez active et qui fait des épisodes, et quand il fait des épisodes d'angioœdème, peut-être un peu le stress, peut-être des signes extracutanés, eh bien, c'est considéré comme une anaphylaxie, alors que ça ne l'est absolument pas. Le fait d'avoir un œdème du visage, un angioœdème, une urticaire segmentaire du visage, n'est à aucun moment un critère de gravité de l'urticaire. À aucun moment. Quand on tombe la tête dans les orties, on a une tête bibendum Michelin, personne n'est mort d'être tombé la tête dans les orties. C'est bon? Ça n'a rien à voir avec l'atteinte muqueuse que l'on peut voir dans une anaphylaxie IgE. C'est bon? Donc là, il ne faut avoir aucun souci. C'est l'histoire de la femme. Je suis arrivé à la cuisine. Quand mon mari m'a vu, il a poussé un cri. C'est logique que le mari pousse un cri, mais elle s'en était même pas rendue compte, elle. Elle devait se trouver un peu épaisse, mais ça ne l'avait pas gênée. Donc ça, c'est pour dire qu'on l'appelle urticaire segmentaire du visage et ça pose aucun problème. Alors bien sûr, voilà, là, on est en réanimation, choc anaphylactique péropératoire. Vous avez remarqué la différence clinique entre cette femme qui est comateuse et les autres qui se font des photos en ayant changé de chemise, etc. Donc, le diagnostic est clinique. Alors, message clé. Message clé. Le problème, il est la sémantique, comme on discutait. Le réel problème diagnostique, c'est l'angioœdème isolé du visage. C'est ça qui fait, pour les allergos et les médecins en général. Puisqu'on dit œdème de Quincke, et vous allez voir ce qu'on trouve comme information pour les patients quand ils vont chercher œdème de Quincke. Il y a un autre problème, il y a en effet allergique et non allergique, c'est-à-dire IgE et non IgE, mais il y a aussi le problème histaminique versus autre forme, et en particulier bradykénique. Donc là, on en parlera un petit peu, mais le diagnostic est très facile. Le diagnostic, encore une fois, il est clinique. On ne peut pas se tromper. Et si on a un doute, c'est la réponse au traitement. Les angioœdèmes histaminiques, ce sont les antihistaminiques. Les angioœdèmes bradykéniques, alors il y a des traitements de l'angioœdème, mais en prévention, pour vérifier l'efficacité du traitement sur la prévention de l'angioœdème, c'est l'acide tranexamique qu'on appelle hexacil. Alors, le point des corticoïdes, je fais exprès d'insister, les corticoïdes ne sont pas le traitement de l'urticaire, donc il faut ne pas rentrer dedans. C'est très efficace dans l'urticaire, mais comme dans d'autres maladies inflammatoires, en particulier rectocolite hémorragique, il y a une proportion de patients
10-15% de patients, peut-être 20%, qui vont devenir corticodépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que l'efficacité persiste, il va falloir qu'ils prennent de plus en plus de corticoïdes. Et cette prise de corticoïdes va modifier l'urticaire, qui va devenir un peu bizarre, avec des lésions, je vous ferai voir des photos qui sont pas celles d'une urticaire aiguë fugace, et surtout les antihistaminiques vont être complètement inefficaces. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans les corticoïdes dans l'urticaire. Alors la biologie nous aide très rarement pour différencier allergie, non-allergie. Alors si, c'est pas la biologie, c'est la clinique, les tests. La biologie nous aide très rarement pour différencier allergie, non-allergie et pour différencier histaminique de bradykénique. Et puis j'insiste, simplifier le message, c'est-à-dire que quand on a un patient, c'est comme le mot, moi j'aimais beaucoup le mot hypersensibilité. Le patient arrive, il vient nous voir, on lui dit qu'est-ce qui vous amène? Je suis allergique aux médicaments. Et on le laisse expliquer, puis on lui dit, écoutez, pour l'instant, on va dire que vous êtes hypersensible aux médicaments, on va discuter, on va faire le bilan, et à l'issue du bilan, on verra si vous êtes allergique ou si vous êtes hypersensible non allergique. La différence est importante parce que si vous êtes allergique, là, c'est un petit peu embêtant, il va falloir qu'on en parle, qu'on trouve d'autres médicaments à vous donner. Par contre, si vous êtes hypersensible non allergique, il n'y aura aucun problème pour prendre le médicament si vous le souhaitez, en rajoutant un comprimé d'antihistaminique. Donc, c'est pareil, le patient qui arrive pour œdème de Quincke, je pense qu'il faut lui dire, écoutez, vous faites une urticaire du visage, ou à la limite angioœdème, on va faire le bilan et puis on verra si vraiment c'est allergique, pas allergique, etc. Les mots ont de l'importance. On le verra dans les cas cliniques. Alors, les mots ont d'autant plus d'importance que quand on prend quand on prend les pathologies cutanées liées à la production excessive d'histamine, donc on a beaucoup parlé d'urticaire, on est en train de parler d'angioœdème. On a en effet des patients qui ont, c'est très souvent le cas, de l'urticaire avec de temps en temps des angioœdèmes. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est les patients qui ont uniquement une urticaire du visage. Quand quelqu'un vient me voir, moi, adressé par son médecin ou spontanément en disant, écoutez, je fais des épisodes d'œdème du visage ou d'œdème de Quincke, moi, ça ne me fait absolument pas peur, puisque je sais qu'il y a pratiquement 20% des patients qui ont de l'urticaire qui ne feront jamais d'urticaire du corps. Ça ne me gêne pas du tout, j'ai pas peur. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. C'est normal dans les angioœdèmes histaminiques d'avoir un angioœdème du visage isolé. C'est logique. Ça existe et c'est juste 20% des cas. Là, je parle des histaminiques. Et vous avez bien sûr bradykinine qui peut donner bien sûr des angioœdèmes. En général, ils ne sont pas non plus isolés du visage. Mais il faut juste comprendre que c'est moins de 5% des angioœdèmes qui sont bradykiniques. Donc, l'immense majorité est histaminique. Donc, il ne faut pas passer trop de temps là-dessus. C'est rare. Ce sont des situations d'urgence, c'est-à-dire que ce sont des patients qui vont se présenter en service d'urgence, ils ne vont pas particulièrement se présenter chez l'allergologue. Et puis ensuite, on pourra très facilement, quand on va le voir, en fonction des signes associés urticaires ou pas, on pourra très facilement faire le diagnostic. Mais les angioœdèmes à bradykinine, à part les angioœdèmes aux IEC que vous connaissez parce que vous connaissez la plus aux IEC, les angioœdèmes aux IEC, inhibiteurs d'angiotensin, l'angiotensine, c'est exactement la même problématique. En dehors de ça, il n'y a pas de difficulté. L'angioœdème bradykénique isolé du visage, c'est une exception. Il y a des douleurs abdominales, ça ne dure pas du tout de la même façon. Il y a un facteur héréditaire. Pardon? Il y a un facteur héréditaire. Pas toujours, non. 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 Il y a les angioœdèmes héréditaires, il y a les angioœdèmes acquis. Dans les acquis, il y a les angioœdèmes auto-humains, des patients qui ont des anticorps anti-inhibiteurs du C1. Et puis il y a ce qu'on discutait tout à l'heure, il y a les angioœdèmes acquis médicamenteux. Donc œstroprogestatif et IEC. Mais donc il n'y a pas que des héréditaires, non. Donc la différence, pour différencier, c'est cliniquement. Mais la clinique fait la différence, et encore une fois, on parle d'isolé, hein. Quelqu'un qui a un angioœdème isolé du visage, il est histaminique.
il est histaminique. Parce qu'il y a plus, au sein des angioïdèmes histaminiques, il y a plus d'angioïdèmes isolés qu'au sein des angioïdèmes bradykiniques. Angioïdèmes bradykiniques, d'abord, ça n'a pas la même présentation clinique, ensuite, ça n'est pas localisé exclusivement au niveau du visage. Il y a les extrémités, les organes génitaux, il y a des signes associés en particulier digestifs qui font toute la gravité du pronostic aussi, hein, les occlusions. Donc on est vraiment dans des maladies qui sont très particulières. Et vous, c'est vérifier que le médicament n'a pas vérifier que le patient n'a pas des médicaments qui sont connus pour impacter sur la voie de la bradykinine et en particulier les EEC. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais on y arrivera. Alors, si on reste, on a vu beaucoup d'activation mastocytaire tout à l'heure. Si on se met sur l'activation du système des kinines, il y a donc pratiquement toujours un facteur déclenchant. C'est pareil pour l'activation mastocytaire. Et ce facteur déclenchant, il va activer la voie de la coagulation, la voie de la plasmine. Et cette voie-là, la coagulation, aboutit à l'activation de la voie des kinines qui, avec la production d'enzymes sur le kininogène, aboutit à la libération de bradykinine. Et cette bradykinine, elle va aller directement agir sur les récepteurs qui sont à la surface des vaisseaux. Il y a les récepteurs à l'histamine, H1, et les récepteurs à la bradykinine sur les cellules endothéliales. Et il va y avoir les mêmes conséquences, œdème, recrutement de liquide, qui va faire donc cet œdème assez profond, beaucoup plus profond que l'urticaire superficielle. Et toutes ces voies, coagulation, kinine et plasmine, sont régulées en particulier par une enzyme qui est l'inhibiteur du C1 estérase, ça s'appelle. Et c'est cet inhibiteur qui va empêcher, lorsqu'il y a un facteur de contact, la production de bradykinine à partir de la calicréine. Donc ça, c'est le système d'activation de la kinine. Et encore une fois, il y a toujours un facteur déclencheur. Dans les angioïdèmes bradykiniques, c'est très souvent un acte chirurgical, y compris de petites chirurgie cutanée, qui va être capable de déclencher la production de bradykinine. Alors, si on essaie de classer sur le plan physiopathologique, et je reviens sur l'angioïdème isolé du visage. Angioïdème du visage, histaminique, il est immunologique ou non? Un angioïdème isolé du visage, c'est un grade 1, il n'est pas allergique. Il vaut mieux partir avec ça en tête plutôt que considérer que tout angioïdème du visage est allergique. Il n'est pas allergique jusqu'à preuve du contraire. Alors, il peut être bien sûr bradykinique, et c'est là où on rentre dans déficit en inhibiteur enzymatique, héréditaire ou acquis, ou sans déficit en inhibiteur, héréditaire ou induit par les aussi acquis. Ça, c'est la classification physiopathologique. Alors, bradykinine, on l'a dit, c'est rare. Histamine non immunologique, c'est très fréquent. Et nous, le patient qui vient avec son angioïdème isolé, à la fin, on va lui dire vous avez une urticaire. On ne va pas lui dire vous avez un œdème de Queen, vous avez un angioïdème. On va ramener ça à la maladie. L'angioïdème n'est pas une maladie. L'urticaire chronique est une maladie. Et donc, l'anaphylaxie, bien sûr, elle est très rare, et je reviens toujours là-dessus, elle est exceptionnelle si l'angioïdème est isolé. Alors, sur le plan clinique, là c'était physiopathologique, sur le plan clinique, il y a un angioïdème du visage, il y a une urticaire associée ou à distance, aucun problème, angioïdème histaminique. Il y a un angioïdème qui est isolé, pas d'urticaire. Ça dure assez longtemps. Les antihistaminiques sont inefficaces. L'adrénaline, les corticoïdes sont inefficaces. Il y a d'autres signes qu'il faut évoquer un angioïdème bradykinique. On suspecte un angioïdème bradykinique. On va revenir là-dessus. Est-ce qu'il peut disparaître spontanément l'angioïdème bradykinique? Bien sûr. Bien sûr, ça dure plusieurs jours en général. Ça dure quelques heures.
Les antihistaminiques, l'adrénaline et les corticoïdes sont efficaces. C'est un anxioïdème histaminique. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que je dirais qu'en cas d'urgence, la seule... je vous ai dit, il ne faut pas donner de corticoïdes dans l'urticaire. Mais si vraiment vous êtes embêté en cas d'urgence, si vous voulez faire la différence entre urticaire, histaminique et bradykinique, là, vous pouvez utiliser des corticoïdes. À partir du moment où les corticoïdes marchent, c'est un angiodème histaminique. C'est bon pour vous? Pourquoi je dis ça? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, nous, on ne voit plus d'urticaire sévère depuis qu'on a compris le problème de la corticodépendance. Ça fait 20 ans. Avant, on avait des urticaires embêtants qui n'arrivaient pas avec des antihistaminiques, on pouvait monter les doses, c'était dramatique. Toutes ces urticaires résistantes aux antihistaminiques, ce sont des urticaires chez nous, corticodépendants. On a des exemples, il y en a un fantastique, la première femme, c'est encore une fois Frédéric Auger, moi j'ai pas du tout pensé à ça. C'est lui un jour qui a commencé à avoir ce lien, et à partir du moment où on a réfléchi à cette affaire, moi j'ai une patiente un jour qui vient, avec une urticaire qui était une petite urticaire il y a 10 ans, et qui est devenue vraiment un truc diabolique, elle en a en permanence, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser, antihistaminique ne marchait pas. Je lui dis, est-ce que vous prenez des corticoïdes? Elle me dit non, jamais. Bon. Et puis, comme on travaillait là-dessus, je lui dis, mais vraiment, qu'est-ce que vous avez dans votre pharmacie? Qu'est-ce que vous... Ah, et là, elle me dit, alors aussi, tous les mois, je vais voir ma mère à la campagne. Et ça me donne une poussée d'urticaire, et pendant les 3 jours où j'y suis, le week-end, je prends de la prednisone. Elle prenait 3 comprimés de prednisone par mois. C'est pas beaucoup. Donc, on a fait le pari que c'était une corticodépendance. On a mis 6 mois pour sevrer complètement les corticoïdes. Et quand on l'a revue un an après, elle avait l'urticaire qu'elle avait il y a 10 ans, c'est-à-dire une urticaire banale, sensible aux antihistaminiques. D'accord? Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait, puis on a eu beaucoup de patients par ailleurs, des urticaires vibratoires, corticodépendantes. Quand on a sevré là en cortisone, c'est redevenu une urticaire classique qui n'était pas vibratoire du tout. Bref, donc on insiste là-dessus. Par contre, je vous ferai voir des photos d'urticaires corticodépendantes. Les lésions peuvent durer plus de 24 heures. Les antihistaminiques sont inefficaces. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des patients qui ont un angioïdème isolé du visage, qui ont des lésions qui durent plus de 24 heures, chez lesquels les antihistaminiques ne sont pas efficaces, et qui sont en fait des urticaires histaminiques, simplement corticodépendants. Vous me suivez? Et donc, ces briques-là, vous allez leur faire une injection de cortisone, leur urticaire va s'améliorer, et vous ferez la différence avec l'urticaire bradykinique. C'est bon pour vous? Donc, pour s'assurer qu'une urticaire est histaminique, vous avez les antihistaminiques. L'adrénaline, il ne faut pas exagérer, mais je pense que vous pouvez la garder, si vous voulez vraiment faire la différence, les corticoïdes comme deuxième argument, si les antihistaminiques ne sont pas efficaces. C'est bon? Alors, terminologie sémantique. Alors, source de confusion. Angioïdème. Le problème avec le mot angioïdème, c'est que c'est un symptôme, il faut un adjectif. Et voilà, c'est là où on rentre dans histaminique ou bradykinique. Et quand il y a eu cette nouvelle classification où on a mis ce mot angioïdème, il y a une vingtaine d'années, la mode est arrivée des angioïdèmes bradykiniques. Et je me rappelle, il y avait un médecin qui travaillait chez nous sur urticaire et angioïdème, et qui a dû m'envoyer une dizaine de patients avec un angioïdème bradykinique. Si bien qu'un jour, je lui ai dit, écoute, ça fait le 10e patient que tu m'envoies, et ce n'était pas des angioïdèmes bradykiniques du tout, ça fait le 10e patient que tu m'envoies pour angioïdème bradykinique, tu sais que c'est que 5% des angioïdèmes, donc chaque fois que tu m'envoies un patient angioïdème bradykinique, il faut m'envoyer 10 patients angioïdème histaminique, sinon ça ne va pas. Donc il y a des effets de mode, et le fait d'avoir ce mot-là qui nécessite un adjectif nous emmène forcément vers la rareté. La rareté, c'est ça.
Par ailleurs, tout le monde sait ce que c'est que le mastocyte et l'histamine, si bien que quand on délivre un cours sur les angioëdèmes, eh ben on passe beaucoup plus de temps à parler du métabolisme des kinines qu'à parler de l'activation mastocytaire. Donc à la fin, on se retrouve avec un cours aux étudiants, moi j'ai eu des cours sur les angioëdèmes, où le prof, il passait 80% du temps sur les angioëdèmes bradykiniques, alors qu'ils ne représentent que 5% des angioëdèmes. Vous me suivez un petit peu? Ça, je suis en train de simplement dire que voilà, le poids des mots est extrêmement important. Alors, œdème angioneurotique, qui est aussi un synonyme. Œdème angioneurotique, ça n'est pas, c'est bradykinique, mais ça n'est pas un synonyme d'angioëdème. Alors, œdème de Quink, M. Quink a décrit l'œdème angioneurotique héréditaire. C'est tout ce qu'il a décrit. Il n'a pas décrit l'anaphylaxie, il n'a pas décrit l'angioëdème histaminique, il a décrit l'œdème angioneurotique héréditaire. Et l'œdème de Quink est malheureusement chez nous compris comme anaphylaxie. On va en discuter. L'œdème du visage, bien sûr, ne préjuge pas l'étiologie. Le patient, lui, c'est gonflement du visage qu'il va dire. Et c'est ça qu'il va aller chercher sur Internet. Et vous allez voir ce qu'on trouve sur Internet quand vous faites gonflement du visage. Et puis nous, on dit urticaire segmentaire du visage. Alors, gonflement du visage. Quand vous allez sur Internet, vous avez des sites chez nous qui sont très bien, en général. Mais comme l'allergologie, les médecins ne connaissent pas l'allergologie. Œdème de Quink, ça fait peur. Le gonflement du visage. Quand vous allez sur Top Santé, qui est encore une fois un truc bien, un gonflement rapide du visage ou d'une partie du visage veut dire qu'il y a un afflux brutal de sang et d'eau dans les tissus du visage. Jusque-là, c'est bon. Et la seule cause capable de donner un tel gonflement rapide est une forme particulière d'allergie qu'on appelle l'œdème de Quink. C'est une urgence, car le risque que la langue se mette à gonfler et obstruer la gorge entraînant une asphyxie rapide. On a changé de sujet, là, on est passé à l'anaphylaxie GE, là. Vous vous rappelez mon mastocyte qui est activé. Alors, etc. Raisonnement du médecin, je passe là-dessus. Raisonnement du médecin. Si le visage a gonflé rapidement, il soupçonne pratiquement systématiquement une allergie ou un œdème de Quink et il fera une injection intraveineuse d'un corticoïde qui sera ou non suivie d'une hospitalisation. Donc, quand vous êtes patient, votre médecin vous a dit que vous aviez un œdème de Quink, mourir dans d'affreuses souffrances est terriblement embêtant quand même comme perspective. Donc le patient arrive, il est vraiment pas bien. Le médecin œdème de Quink, il n'est pas bien. Donc nous, il faut qu'on remette un peu d'ordre là-dedans et revenir à des choses qui sont simples. Il y avait des signes d'anaphylaxie, ok. Il n'y a pas de signe d'anaphylaxie, il n'y a aucun problème. Je reviens à mon patient qui tombe la tête dans les orties. Alors, et la formation des médecins n'est pas bonne non plus, parce que ça, je vous ai mis ici le tuyau d'internat. Le tuyau d'internat en France, il s'appelle œdème de Quink et anaphylaxie. C'est incroyable, c'est le libellé. Donc nous, on écrit pour les internes, et on a repris le libellé. Et je veux dire, ça ne devrait pas être ce terme-là. Encore une fois, M. Quink a décrit quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'anaphylaxie. Des questions? Pas encore. Alors, définition, classification, clinique, biologie. Donc, c'est bien un gonflement du visage, mais je vous ai mis ici tout un tas de médiateurs qui, quand on les injecte dans la peau, sont capables de donner un œdème sous-cutané particulièrement peu superficiel, plutôt blanc, sans érythème. Donc il n'y a pas que l'histamine bien sûr, mais il n'y a pas non plus que la bradykinine qui peut donner ça. Et encore une fois, la biologie n'aide pas là. C'est-à-dire que l'exploration, à part le dosage du CA inhibiteur, du complément, et en particulier du C4, à part ça, pour ce diagnostic d'angioëdème bradykinique, la biologie ne sert pas. La tryptase ne va pas servir et l'exploration de ce qu'on appelle des kininogénases ne sert pas non plus, c'est pas en routine. Donc on reste... C'est ce que inhibiteur du C1, complément,
C3, C4, et c'est tout. Après, il y a un centre de référence que vous connaissez probablement. Il y a deux choses qui sont importantes pour les angioïdèmes et l'urticaire. C'est le groupe urticaire de la Société française de dermato, ça s'appelle le GUS, et tout le monde y a accès. Et vous avez pour les angioïdèmes le CREAC, qui est le centre de référence des angioïdèmes à bradykinin. Donc, je vous ai mis les coordonnées là, des médecins. Donc, si vous avez des questions, en particulier pour le diagnostic génétique, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont importants, et il y a des tests génétiques qui peuvent être faits, mais je veux dire, il faut passer par le centre de référence, parce que sinon, je veux dire, on va tester de façon génétique tous les gens qui ont un angioïdème, donc ça, il ne faut pas le faire. Alors, comment, cliniquement, on fait la différence entre les deux? On en a déjà parlé. Entre bradykinite histaminique, est-ce qu'il y a une urticaire associée? La durée de la crise? Est-ce qu'il y a des symptômes digestifs? Est-ce qu'il y a un contexte? Quelle est l'efficacité des traitements antihistaminiques ou acide tranexamique? Biologie, on en a parlé. Histaminique, si c'est isolé, aucun. Si bien sûr il y a plus de 2 organes atteints, on sort de l'angioïdème isolé du visage. Bradykinique, dosage pondéral et fonctionnel du C1, dosage du C4, et tout le reste, c'est après avis des experts du centre de référence de l'angioïdème. Oui? On avait un malade chez qui on avait suspecté un angioïdème bradykinique. On avait demandé le dosage pondéral fonctionnel du C1 inhibiteur. Oui. Alors le dosage pondéral est revenu normal, mais fonctionnel, il est fonctionnel à 30%. Donc, est-ce que c'est en faveur? Il faut le refaire déjà, il faut le refaire. Et en effet, bien sûr, il y a des formes héréditaires à C1 inhibiteur normal, mais en fonctionnel, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, je dois avoir une diapo là-dessus. Ça, je passe. Alors, je dois avoir une diapositive des différentes... Je ne voulais pas rentrer trop dedans, mais c'est facile. Alors... Ça, c'est donc le diagnostic différentiel biologique entre les différents types d'angioïdèmes héréditaires, AC1 inhibiteur ABC, AC1 inhibiteur normal, et puis les angioïdèmes acquis ou induits par les IEC. Et ça, c'est l'urticaire, ça, c'est l'angioïdème histaminique. Donc, toi, ce que tu dis, tu avais un C1 inhibiteur normal, tu es d'accord? Et un fonctionnel basse. Donc, tu es ici. C'est ça que tu disais? Angioïdème héréditaire type 2. Encore une fois, je laisserai les diapos à la matin. Donc, j'ai beaucoup de diapositives de côté. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en fonction des... Et je les ressors. Alors ça, c'est très intéressant, ça. C'est une patiente. Vous lisez pas bien au fond. Hein. Vous lisez, vous arrivez à lire au fond? Pas trop, hein. C'est une patiente. Donc, c'est un médecin qui m'adresse une patiente pour un angioïdème de type œdème angioneurotique, dont le diagnostic, c'est la suite de la question que tu as posée, repose principalement sur des dosages biologiques de C1 inhibiteurs qui sont bas. C'est pour ça qu'il faut toujours le répéter. Les dosages, on le répète. S'ils sont normaux, on ne les répète pas. S'ils sont bas, on les répète. Donc, le médecin fait le diagnostic d'angioïdème héréditaire, bradykinique, et lui a remis une carte. Sur le plan clinique, elle est atopique, asthme, rhinite conjonctivite. Elle a fait à plusieurs reprises des œdèmes du visage et des mains. Et moi, je lui dis, moi, je pense plutôt à une urticaire. Par contre, elle a gêne à la déglutition, etc. Elle ne va pas bien. Donc, déjà, moi, je remets en cause le diagnostic d'angioïdème héréditaire. Je fais un diagnostic d'urticaire, donc d'angioïdème histaminique. Elle était sous hexacille, je lui demande de l'arrêter.
Elle prenait du Solprède qu'elle a arrêté depuis plusieurs mois. Je lui demande de ne pas en reprendre. Elle est asthmatique, donc elle continue son traitement. Et puis je lui demande de faire passer une photo lors de la prochaine poussée, puisque elle fait ses poussées, plusieurs poussées par an. Et elle m'envoie une photo. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a la lumière. C'est un enjeu œdème histaminique. C'est pas un enjeu, en tout cas, ça n'est pas un enjeu œdème bradykénique. Donc voilà, c'est juste pour dire, alors ça aussi, depuis par rapport à il y a 30 ans, les appareils photo là, qu'il y a sur les téléphones, c'est fantastique, parce que le patient peut lui demander, même si la photo n'est pas de bonne qualité, on avait déjà éliminé un enjeu œdème héréditaire, bradykénique, mais là, on est certain qu'il n'y a aucun problème. Et cet aspect un petit peu diffus, avec cet érythème, se voit aussi dans les urticaires corticodépendants. S'il vous plaît, si on suspecte un angioédème bradykénique, quand c'est anormal et fonction et pour répondre à est-ce qu'on doit doser le facteur 11? Non. Il y a un problème de mutation? Non. Il faut prendre l'avis du créac. Il faut voir les lésions. Parce que nous, quand on voit les patients, on ne voit pas les lésions. Là, cette patiente, elle m'a adressé par un médecin pour angioédème héréditaire. Donc, on voit bien que ce n'en est pas un. Donc, on va lui faire doser tout un tas de choses qui ne servent à rien, on va lui faire peur, parce que, pour le coup, l'angioédème bradykénine, c'est quand même antitinant, ça peut être embêtant. Si elle se fait opérer, il faudra qu'elle ait une prévention de l'activation. Enfin bon, donc non, il faut prendre l'avis des spécialistes et voir les lésions. C'est de la clinique, Ça, je passe là-dessus. Corticodépendance, je vous en ai parlé. Alors, un collègue à nous, cas clinique d'un confrère. Cher professeur, cher confrère, j'ai besoin d'un avis expert. J'ai récemment fait un angioédème spectaculaire de la face à la suite de piqûres de moustiques. Il s'agit d'un deuxième épisode en l'espace de plus de 50 ans. Dans le décours de chacun de ces deux épisodes, une urticaire d'évolution prolongée est apparue, traitée par antihistaminique. Ma question est la suivante. Dans un tel cas, y a-t-il un moyen simple de différencier un angioédème banal non IgE d'un œdème de Quincke nécessitant de prévoir l'achat d'adrénaline injectable, ou bien un bilan hospitalier est-il indispensable afin de préciser cette notion? Un grand merci par avance de bien vouloir m'éclairer. Alors, je lui réponds, cher confrère, alors je lui réponds, une discussion téléphonique sera plus facile. C'est le mail. Pour résumer, parce que je voudrais quand même lui donner, il s'agit d'une urticaire induite, puisqu'il me dit que à chaque fois qu'il avait fait ça, il y a une urticaire qui a fait suite à la poussée. Donc il s'agit d'une urticaire induite et pas d'une allergie. Vous ne risquez absolument rien. Dites-moi quand je peux vous appeler ce jour. Très confraternellement. Et il me répond, cher confrère, il est très reconnaissant. Je voulais seulement savoir s'il était nécessaire de me prémunir contre un risque nécessitant une réponse urgente. Merci de m'avoir rassuré. Je ne pense pas qu'il est nécessaire de vous déranger plus. Je poursuis pour l'instant un traitement par Zyrtec, espérant ne pas évoluer vers une forme chronique. Et ça, c'est fantastique. Le cas échéant, cela ne serait pas bien grave. Donc, voyez comment on passe de quelque chose où on se fait un souci, c'est un confrère, il n'est pas bête, on se fait un souci diabolique à tout de suite quelque chose qui ne pose aucun problème. Donc ça, c'est le raisonnement que nous avons face au patient qui nous raconte son affaire. C'est grave, c'est pas grave, mais il ne faut pas nous-mêmes qu'on surestime la gravité. Je reviens à mon grade 1 de Ring et Messner. Et puis après, il faut pratiquer, comme on dit. Il faut pratiquer. Alors ça, c'est une étudiante en médecine. C'est sympa comme tout. Est-ce que j'ai la réponse? J'ai peut-être pas la réponse. Mais voilà, c'est là où elle me pose la question à la fin. La dernière question, c'est « Suis-je atteinte du syndrome de l'étudiant en médecine ?» Alors, monsieur étudiant en D2 à Lyon Sud, je me permets de vous envoyer ce présent mail pour vous demander conseil. Suite à l'apparition d'œdème spontané du visage il y a 2 ans, et dans des antécédents de ce type il y a plusieurs années, je suis allé consulter un médecin en octobre qui m'a prescrit un dosage des facteurs C1 et C4. Mes résultats sont les suivants. Donc, bon résultat. Immunoblotte,
là voilà, c'est ça le problème. Plus on fait d'examens, plus on risque de se trouver, vous savez, dans une fourchette qui n'est pas la bonne, hein, dès que vous faites un examen. Donc j'étais jusqu'au mois de décembre, vous connaissez la courbe de Gauss, hein, vous connaissez la courbe de Gauss? Si je fais n'importe quel... on va faire dosage du C1 inhibiteur, mais ça peut être la tryptase. Hein. Si on dose dans une population hétérogène, C1 inhibiteur, j'ai une courbe de Gauss. D'accord? Ensuite, il va falloir que j'établisse la normalité de l'examen. Borne inférieure, borne supérieure. Donc la normalité, c'est ça. Vous êtes d'accord? Là, j'ai fait le prélèvement chez des gens normaux, hein. C'est la courbe de Gauss. Donc, par définition, j'ai ici 5% de patients qui sont en dessous de la normale. Et par définition, j'ai 5% de patients qui sont au-dessus de la normale. Et qui sont normaux. Pardon? Et qui sont normaux. Par définition, puisque j'ai pris une population qui n'a pas de problème. Donc, voilà, il faut juste avoir ça en tête. Plus on monte d'examen, plus on va avoir un risque d'avoir un examen chez la personne qui est en dehors de la norme. Hein. C'est bon? Donc, il faut, voilà, c'est pour revenir à mon tout ça, voilà. Bref. Donc, ça, c'est pour éviter de faire des examens, et surtout qu'on n'en a pas besoin des examens. Quand on fait des examens, c'est qu'en général, on n'a pas d'idée. En général. Alors, j'étais jusqu'au mois de décembre sous œstroprogestatif, que l'on m'a conseillé d'arrêter. Peu convaincu, je me tourne vers vous. Peut-être serait-il utile que je vous voie en consultation. Alors, les questions. Je suis très peu gêné par ces œdèmes, même si cela m'arrive 6 fois par an. Donc, ça veut dire qu'on est dans des œdèmes du visage spontanés, simples. Ça pose aucun problème. Elle dit elle-même qu'elle est très peu gênée. Peut-on parler d'angioëdème chronique? Oui. Dois-je le signaler lors de la chirurgie, parce que là on l'a orienté vers œdème angioneurotique héréditaire, elle le signale parce que ce soit histaminique ou bradykénique, il faut quand même le signaler, mais ce n'est pas bradykénique là. Sur quels arguments peut-on s'appuyer pour affirmer que ces œdèmes sont œstrogénodépendants? Et fort fantastique, sachant que j'en ai eu bien avant de prendre la contraception. Donc les patients nous donnent la réponse en posant la question. C'est pas œstrogénodépendant. Vous êtes d'accord avec ça? Ou alors elle dirait, j'en avais, mais alors c'est devenu diabolique, ça s'est aggravé d'une manière fantastique. Donc c'est vraiment... Par contre, il faut discuter avec les patients. Hein. Dois-je m'en inquiéter? Non. Suis-je atteint du syndrome de l'étudiant en médecine? Non. Par contre, ici, c'est là où le médecin, forcément, c'est notre métier. Donc le médecin a fait un boulot fantastique, puisque il ne connaît pas bien, je ne sais pas s'il est allergologue ou pas, je ne me rappelle pas. Donc il y a eu cette idée, il a été faire un bilan complet, mais encore une fois, ça n'était pas indiqué. Vu les symptômes que présentait la patiente, faire un bilan d'angioëdème à bradykénie n'était pas indiqué. Des questions? Alors, là je vais vous passer ça. Voilà, donc là c'est plus généralement sur les urticaires et les angioëdèmes médicamenteux. Donc c'est un médecin qui envoie un patient qui a des épisodes récidivants d'urticaire dont la cause n'a pas été mise en évidence. Un bilan allergologique a été pratiqué en début 2011 pour le paracétamol et l'ibuprofène et était négatif, ce qui est logique. On a essayé de déterminer quel pouvait être l'allergène responsable sans cause évidente. Je vous l'adresse pour faire un bilan étiologique complet. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan étiologique complet? Rien du tout. Rien du tout. Ce patient, des épisodes récidivants d'urticaire, donc on a le diagnostic ici, urticaire chronique, urticaire simple. Il fait de l'urticaire aux médicaments, ce qui est logique. Tous les patients qui ont de l'urticaire chronique feront un jour une poussée d'urticaire alimentaire, aux médicaments, au stress, etc. Quel allergène? Alors, ce ne sont pas des allergènes, ce sont des facteurs activateurs des mastocytes. Donc, on va expliquer à la patiente, on remet toujours une petite fiche pour expliquer globalement ce que je vous raconte. On lui explique qu'elle a une pathologie inflammatoire chronique qui n'est pas allergique, qu'elle a de la chance, parce que c'est une bonne maladie,
par rapport à la polyarthrite ou à la sclérose en plaques, c'est une bonne maladie inflammatoire, donc on lui remonte un peu le moral et on lui explique qu'elle va commencer un traitement antihistaminique. Par contre, maladie chronique, traitement chronique. C'est-à-dire qu'un patient qui va prendre, si vous avez un rhumatisme et que vous prenez des anti-inflammatoires, ça va mieux, et que vous arrêtez, ça va revenir. Donc vous savez que quand vous avez une maladie chronique, vous prenez un traitement chronique. Donc le traitement antihistaminique, il est chronique. Vous démarrez le traitement. Alors c'est vrai que l'urticaire, ça ne dure pas toute la vie. Donc de temps en temps, vous arrêtez. Et nous, ce que l'on fait, une urticaire qui arrive, c'est 3 mois de traitement. Et à partir du moment où il n'y a plus d'urticaire, ils s'arrêtent à 3 mois. Si l'urticaire revient, on repart pour 3 mois. Et puis un jour, ils comprennent que c'est parti, et ils le prennent, et ils l'arrêtent une fois par an pour vérifier qu'ils ont encore besoin du traitement antihistaminique. Mais il faut un traitement continu. Donc angioïdème, c'est pareil. Multiples allergies, donc pas typique, hein. Je vous adresse pour avis Madame X, 72 ans, qui présente de multiples allergies médicamenteuses, dont un œdème de Queen sous pénicilline. La patiente est allergique à toutes les classes médicamenteuses d'antibiotiques. Je préfère vous l'adresser pour bilan complémentaire. Donc, elle est allergique à toutes les classes, donc elle est sensible à toutes les classes, elle est allergique à rien, elle a une maladie chronique qui s'appelle urticaire. Mais là, je peux vous en montrer des centaines comme ça. Pardon ? Ah oui. Alors, moins on prend de médicaments, mieux on se porte, hein, vous avez vu. Hein. Vous avez vu ce que j'ai marqué. Moins on prend de médicaments, mieux on se porte. C'est-à-dire qu'elle peut prendre tous les médicaments, mais il faut en profiter avec ses patients pour leur dire, voilà, elle peut prendre tous les médicaments nécessaires, mais il faut voir ce qu'on se rajoute. Hein. On prend vraiment... Alors, qu'est-ce que c'était ici? Urticaire avec injection de Vésipac. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est Madame X, urticaire 30 minutes après la fin d'un scanner cervical avec injection de Vésipac 320. Donc 30 minutes après la fin, on sait déjà que c'est pas allergique. Le bilan de l'urticaire ne trouve pas de cause évidente, allergie, maladie ou infection en cours, médicaments. Alors, c'est marrant parce que l'urticaire, c'est vécu comme un symptôme et pas comme une maladie. Or, l'urticaire, c'est un symptôme d'une maladie qu'on appelle l'urticaire chronique. Voilà, il faut juste comprendre ça. Et l'urticaire chronique, comme le psoriasis, ce sont 2 maladies inflammatoires chroniques de la peau. Et est-ce que vous avez vu un médecin qui met le bilan du psoriasis ne retrouve pas de cause évidente? Nous, quand les patients ils nous disent mais quelle est la cause de l'urticaire, on leur explique qu'ils ont des mastocytes fragiles et qu'on rajoute un médicament, on rajoute un autre stimulus, ça les active. Donc on connaît la cause de l'urticaire. Mais je veux dire, il n'y a pas à chercher allergie dans le psoriasis. Vous me suivez? Donc voilà, il faut vraiment le mettre comme un symptôme d'une maladie chronique. C'est rare, l'urticaire aigu qui n'est pas lié à un terrain d'urticaire chronique, c'est rare. Même si vous avez vu que le garçon, la lettre manuscrite, n'avait pas fait d'urticaire avant. Mais le fait qu'il fasse 3 épisodes d'urticaire aigu, pour moi, c'est une urticaire chronique. Il a ce terrain de fragilité. Oui. En parlant de scanner, les radiologues, ils ont une habitude, c'est pour les malades, justement, polyporteurs d'urticaire, ils ont l'habitude de nous les envoyer pour une prémédication. Parfait. Avant l'injection de Parfait. Mais il n'y a pas de problème, il faut le faire. Antihistaminique, hein. Bien sûr. Ils ont commencé à le faire systématiquement. Bien sûr, souvent ils le font systématiquement. À quelle dose et la durée? Parce que ça, c'est... Ils ont fait de l'urticaire déjà? Oui. Ah ben, c'est au moins un comprimé. Nous, on commence la veille. Veille au soir, un comprimé. Le matin, un comprimé. Le soir, un comprimé. Le lendemain matin, un comprimé. On entoure le geste. Que ce soit une anesthésie dentaire, que ce soit... Et après, il faut continuer. Non, là c'est en prévention, hein, on parle. Hein. C'est prévention ce que vous dites. Oui, en prévention. Maintenant, quelqu'un qui est sous antihistaminique, un comprimé tous les matins, il double, donc il prendra son comprimé tous les matins et il rajoute un comprimé tous les soirs. Toujours pareil, il encadre. C'est un jour avant et le jour un jour après. Exactement, on encadre le geste. Il y a beaucoup d'ambulatoires. Un jour avant l'examen radiologique. La veille. Le soir et puis le Tout à fait. S'il n'a pas d'antihistaminique, il prendra la veille, le matin, le soir et le lendemain matin.
Le jour de l'examen. S'il n'a pas d'antihistaminique. S'il a un traitement antihistaminique, il en a en général tous les matins. Et on va rajouter le soir, on encadre. Pardon, double la dose. Exactement. Exactement. Ah, alors là, il y a quand même des gens, je vous l'ai mis parce que c'est merci docteur, mais ils sont très gentils, hein, les patients. Alors, je me permets de revenir vers vous pour avoir les suites de mon traitement. Enfin, elle me donne des nouvelles. J'étais venu vous voir le 23 juillet dernier pour une urticaire chronique. J'ai suivi le traitement que vous m'avez donné pendant un mois, mon urticaire était toujours aussi intense, puis il a diminué progressivement. Aujourd'hui, je n'en ai quasiment plus, c'est génial. Vous m'aviez dit de prendre jusqu'à 4 desloratadine et un atarax le soir. J'ai diminué au fur et à mesure quand j'ai vu que j'en avais beaucoup moins. Je ne prends plus l'atarax et je prends en général un desloratadine, voire rien du tout. Là, c'est pas bien parce que forcément, elle risque. De temps en temps, j'ai une petite plaque, mais rien d'important. Je ne sais pas s'il faut arrêter le traitement d'un coup ou progressivement, ou si je dois juste en prendre un par jour. En tout cas, je voulais vous remercier car ce traitement a été efficace. Et je vous ai écouté, il y a des patients qui écoutent, pas tous. Je n'ai plus pris de cortisone, parce qu'encore une fois, tous les patients urticaires, par définition, un patient urticaire, c'est un patient qui prend de la cortisone. Il faut se mettre ça en tête. Donc, c'était pas son problème essentiel, elle n'était pas corticodépendante, mais elle a quand même arrêté de prendre de la cortisone. Alors, est-ce que je lui ai répondu à cette femme ou est-ce que je ne lui ai pas répondu? Non, je ne lui ai pas répondu. Je lui ai répondu, mais je n'ai pas ici. Ça, c'est pas fait pour vous le lisiez. C'est ce qu'on recevait, alors là aussi, c'est pas d'aujourd'hui, c'est ce qu'on recevait des médecins internistes qui avaient besoin d'un avis complémentaire allergo-immuno, je dirais. Et c'est extraordinaire, vous connaissez la médecine interne, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais là, je pense que j'ai une 4e page, ce sont des comptes rendus qui sont extraordinaires. Mais regardez un petit peu le cas. Je vois aujourd'hui en consultation Madame Valérie, 40 ans, adressée, etc. Le médecin m'a demandé un avis concernant son difficile problème de prurite. On parlait du prurite avec une de vous. Avec lésions cutanées, dont une grande partie sont des lésions de grattage secondaires au prurite. Voilà pourquoi la patiente est adressée. Vous avez 3 pages de compte-rendu. J'ai revu avec elle les différents éléments de l'anamnèse et les bilans déjà très complets qui ont été pratiqués, notamment en dermatologie. Clairement, on peut retenir, etc., 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 etc. À votre avis, c'est quoi ce prurite avec des lésions de grattage secondaires au prurite? Urticaire. Urticaire. Mais comme... Ah ben, vous avez, alors en effet, le dermographiste par exemple, mais surtout les lésions de grattage secondaire au prurite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il faut... Ça peut être aussi une dermatite atopique. Oui, mais là, le diagnostic est quand même... le prurite est plus embêtant à diagnostiquer que dermatite atopique. Il y a quand même des lésions d'eczéma pour dire dermatite atopique. Alors, prurite, souvent on dit prurite cinémateria, mais là, c'était pas prurite cinémateria, c'était prurite avec des lésions. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il y avait eu un bilan complet. Les urticaires, c'est fini maintenant, hein. Mais il y a 20 ans, ils arrivaient avec la valise qu'on met dans l'avion, trolley, la valise trolley, ils ouvraient et ils avaient tous les bilans du monde. Et les urticaires, je n'ai jamais connu des gens en aussi bonne santé que les urticaires. Ils n'ont aucun problème de santé, les urticaires. Ils sont un peu excités parce que ça gratte, mais je veux dire, ils sont en parfaite santé. Ce n'est pas une maladie qui abîme la santé, ça abîme la tête. Donc, encore une fois, c'est clinique. Quand vous voyez quelqu'un... Mais c'est ce qu'on dit, ça abîme la tête. Mais je veux dire, là, il faut arrêter de faire des bilans pour rien du tout. Surtout que c'est tellement facile de mettre un antihistaminique et ça l'améliorera. Alors ça, c'était des patients qui me
Voilà. Là, c'est... vous m'aviez demandé de vous tenir au courant par rapport à mon urticaire. J'ai arrêté le Castin, qui est un antihistaminique, comme vous me l'aviez suggéré il y a une semaine. Ce matin, je me suis réveillé avec la paupière droite légèrement gonflée, et quand j'ai passé ma main dessus, c'est comme si j'avais un bleu. Ce soir, quand je ferme mon œil, c'est encore douloureux. Par ailleurs, j'ai des démangeaisons au niveau des oreilles, etc. Il y a longtemps que je n'avais rien eu. Je n'ai encore rien pris, j'attends encore en espérant que cela rentrera dans l'ordre. Alors, est-ce que je lui ai répondu à elle? Non. Mais j'ai dû lui répondre de prendre, bien sûr, l'antihistaminique. Par contre, il faut prévenir les patients. J'ai arrêté le Castin comme vous me l'aviez suggéré. C'est logique que l'urticaire revienne. Si l'urticaire revient, on reprend le Castin. Et on a beau leur expliquer, comme je le fais à vous, on a beau leur remettre une petite fiche où c'est très clairement marqué, voilà, il faut vraiment passer du temps. Donc, pour elle, il n'y aura aucun problème. Maladie chronique, traitement chronique. On passe là-dessus. Alors voilà, après X-File, je vous adresse mademoiselle, 33 ans, 2 épisodes d'urticaire. L'interrogatoire oriente vers une probable allergie à des composés volatiles issus de son habitation. Vous vous rendez compte? Imaginez tous les composés volatiles qu'il y a dans une habitation. Première crise en arrivant dans son logement neuf, deuxième crise lors d'une manipulation de rideaux occultants. Donc on sait qu'il y a des stimuli déclenchants. Il y a des aliments, il y a des médicaments, bien sûr qu'il peut y avoir des rideaux occultants, mais ce n'est pas le problème, on va pas... Quelqu'un qui est allergique au pneumoallergène, on ne le met pas dans un scaphandre avec de l'air qui est filtré. On le soigne pour qu'il vive. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces histoires. Il a une urticaire, il y a tout un tas de facteurs déclenchants, il n'y a pas de problème allergique. Alors, oui, c'est toujours pareil, c'est urticaire clamoxyle. Donc là, c'est urticaire clamoxyle. Allergie totapène, vous avez compris, c'est hypersensibilité au totapène. Faire le point sur cette probable allergie au bêta-lactamine, non, c'est une hypersensibilité au bêta-lactamine, mais encore une fois, cette femme n'est pas allergique. Je vais passer celui-ci. Ah, non, je passerai celui-ci. Donc, c'est Madame X. Je suis venu vous consulter le 30 janvier, urticaire d'après les symptômes dont je vous avais parlé. Elle n'a eu aucune crise depuis. Par contre, œdème du visage, les yeux un matin, irritation de la muqueuse nasale, lèvre gauche gonflée. Elle a commencé ébastine. Matin et soir, et depuis, elle n'en prend que le soir. Le 23 au matin, elle est très fatiguée. Dès le lever, fatigué. Et de mon propre chef, j'ai pris 2 comprimés de cortisone. Idem le 24. En revanche, ce matin, j'ai diminué la dose. Et je suis passé à un comprimé. J'ai repris de la cortisone car les symptômes étaient toujours présents, ça va mieux aujourd'hui. Et je me sens moins fatigué. La fatigue peut-elle être liée à la crise urticaire? Oui. Comment puis-je faire pour éviter de prendre de la cortisone? Dois-je augmenter la prise des pastilles? Oui. En vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire, etc. Et moi, je lui réponds, merci pour votre message, il faut vous débarrasser de la cortisone, parce que, comme soit elle le prend parce qu'elle a de l'urticaire, soit elle le prend parce qu'elle est fatiguée, à la fin, elle en prend très régulièrement. Donc, il y a une corticodépendance. Vous pouvez prendre jusqu'à 4 comprimés d'ébastine par jour, commencez par en prendre un matin et le soir, et prenez rendez-vous avec moi pour le suivi de cet arrêt de cortisone. Ah, ça c'est intéressant. Alors, encore une fois, ils sont bien. On a un circuit d'éducation thérapeutique pour l'eczéma, le psoriasis et l'urticaire. Donc, ils sont bien enseignés, comme on dit. On espère. La preuve que non. Bonjour professeur, je reviens vers vous car ce week-end j'ai fait un urticaire géant. J'ai dû aller aux urgences. C'est une de nos patientes, hein. Quelle pourrait être la cause? Ou bien c'est toujours le problème de mon urticaire chronique? Bien sûr, quand on a une urticaire chronique, on peut faire des poussées. Et la poussée peut être alimentaire. Et ce n'est pas la cause de l'urticaire. Y a-t-il des tests que je puisse faire? À qui
je dois m'adresser. Merci d'avance. Alors, les photos, donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, ça passe très bien. On voit bien ces lésions boursouflées du visage. Elle a bien fait une urticaire qui ne justifie pas les urgences. Et sûrement pas l'hospitalisation. Et bref. Et moi, je lui réponds, vous avez fait tous ces urticaires, il faut augmenter les antihistaminiques, ne pas prendre de cortisone, aucun bilan n'est à réaliser. Si vous le souhaitez, je peux discuter avec vos téléphones, histoire de la convaincre que il n'y a pas de souci. Ah, intéressant aussi. Nous, en allergo, en médecine expérimentale, on peut tester beaucoup de choses. On discutait tout à l'heure, là, à la pause, de plusieurs choses. À partir du moment où si vous avez un médicament qui donne un test positif et vous vous dites est-ce que c'est pas un faux positif, vous pouvez le tester en test labial, en test buccal, en gargarisme, et puis vous le faites avaler. Je veux dire, on a vraiment les moyens, même si on n'a pas confiance, on a tous les moyens pour permettre une réintroduction un petit peu sûre. Alors, bonjour professeur, allergie nomicile. Alors, voilà, j'ai eu une allergie quand j'avais 10 ans due à des gouttes nasales. Œdème autour des yeux et sur le visage, donc angio-œdème. Principal ingrédient de ces gouttes, néomycine. La plupart des vaccins aujourd'hui contiennent de la néomycine et j'aimerais savoir s'il est dangereux de me faire vacciner. J'ai essayé d'appliquer de la crème à la néomycine sur ma peau et je n'ai eu aucune réaction. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire des tests avant de me faire vacciner? J'ai essayé d'avoir un bébé, l'Angleterre, elle est en Angleterre, fait vacciner toutes les femmes enceintes contre la grippe. Malheureusement, il est très difficile de faire des tests allergiques ici et mon médecin pense que ce ne soit pas nécessaire. Je serai à Lyon, est-ce qu'il est possible, etc., etc. Donc, pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire des tests avant de me faire vacciner? Elle a fait un problème d'œdème du visage après néomycine et elle va se faire vacciner avec un vaccin qui peut éventuellement contenir de la néomycine. Est-ce qu'il faut faire un bilan? Alors non, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire un bilan? Parce qu'il y a le résultat dans son courrier. Elle l'a fait. J'ai essayé d'appliquer. J'ai appliqué de la crème néomycine sur ma peau, j'ai aucune réaction. Test ouvert. Voilà, test ouvert. Repeated open, alors là c'est test ouvert, tout à fait, mais ça pourrait être répété, donc il n'y a aucun problème. Donc nous, on peut se servir de tout ça. Si vous avez un doute, vous mettez, quelqu'un qui vous dit qu'il fait un choc à l'amoxicilline, vous mettez une goutte d'amoxicilline intraveineuse, là, reconstituée de 10 ml, 1 gramme dans 10 ml, sur la peau, vous frottez doucement, s'il a des IgE spécifiques, il fera une patate. Vous faites un prick, éventuellement. Donc c'est vraiment, c'est facile. Donc, qu'est-ce que je lui ai répondu? Voilà, madame, vous n'avez pas besoin de faire de test. Si l'application de pommade néomycine ne vous déclenche aucune réaction, vous avez pu être allergique. Je ne dis pas qu'elle ne l'était pas, puisqu'elle dit qu'elle l'est. Mais le test que vous avez fait montre que vous ne l'êtes plus. Vous pouvez donc faire confiance à votre médecin anglais. Ah, un eczéma bizarre. On parlait des photos numériques. C'est fantastique, les photos numériques. Pourrais-tu me donner, cher ami, un rendez-vous de consultation pour la fille d'un ami pour un problème d'eczéma un peu bizarre, se reproduisant régulièrement avec des démangeaisons importantes, surtout sur les épaules et les bras, sans amélioration par les différents traitements. Je te joins un résultat de prise de sang d'allergo et la photo d'une crise sur l'épaule. Alors la prise de sang d'allergo, c'était dramatique. Hein. C'était le dosage des IgG antimédicaments. IgG. Et la photo d'une crise sur l'épaule. Alors, la photo de la crise sur l'épaule. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous vous rendez compte un peu bizarre. C'est vraiment, comme on dit, c'est bizarre. Alors, des questions, angio-œdème. Je vous ai pas passé tous les cas cliniques. Hein.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'était clair? Oui. Taoufik. Oui, alors, d'après ce que j'ai compris, un antihistaminique qui est inefficace dans une urticaire chronique, on le Oui. la dose. Alors, les autres schémas, Atarax, anti-H2, quelle est leur place? Théoriquement aucune, mais après chaque médecin... Tu en as parlé une fois. Oui, alors anti-H2, on est dans les... S'il y a des signes digestifs, cimétidine, rupatadine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous utilisez en anti-H2, vous? Cimétidine. Donc, c'est signes digestifs. C'est anti-H1 plus anti-H2. C'est typiquement les médicaments des patients diagnostiqués syndrome d'activation mastocytaire. Mais les recommandations, alors, il y a les recommandations et puis il y a la pratique. Hein. Les recommandations, c'est 1 à 4 comprimés d'antihistaminiques nouvelle génération avec le même produit. C'est-à-dire, si vous faites 1 desloratadine, ça sera 4 desloratadine. C'est les recommandations. Mais encore une fois, on n'a parfaitement le droit de faire 1 desloratadine le matin, 1 xisal le soir. Et si on passe à 4, 2 desloratadine, 2 xisal, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas des recommandations. Et puis après, les sédatifs, donc les antihistaminiques de première génération, ou les phénothiazines, ne sont pas indiqués. Mais ceci étant dit, chaque patient est différent. Et plutôt que de donner un anxiolytique plus un antihistaminique, c'est vrai qu'il y a des antihistaminiques qui ont un effet sédatif qu'on peut donner. On ne le donne pas dans la journée, on le donne le soir, surtout si la nuit n'est pas bonne. Donc c'est vrai que voilà, en pratique, il faut s'adapter aux patients. Bien. Contre-indication aux antihistaminiques, bien sûr, sujet âgé. Est-ce qu'on peut donner un... Pourquoi vous dites sujet à jeu contre-indication? Avec une fonction rénale à la limite. Je ne suis pas sûr que ce soit... Moi, je pense que... La suffisance rénale, c'est une contre-indication. Ouais, c'est-à-dire vous la traitez. S'il est idéalisé, il n'y a aucun problème. S'il est... Moi, il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux. Parce que dans ce cas-là, c'est corticoïde. Et là, c'est le risque 15 à 20% des cas de corticodépendance qui va être problématique. Donc c'est ça le... Et quelles sont les contre-indications d'antihistaminiques? Il n'y a pas de contre-indication. On a éliminé, nous, les antihistaminiques qui avaient, sur des études expérimentales, etc., des conséquences sur le rythme cardiaque, allongement de certains segments, et donc actuellement il n'y a aucun produit chez la femme enceinte, les deuxième génération, il n'y a aucun problème. Vous avez donc le crack, puisque toute la liste de médicaments qu'on peut donner chez différents types de patients. Moi je pense que là il vaut mieux, il faut regarder en effet le site des effets secondaires des médicaments, en particulier crack, pour vérifier s'il faut diminuer la pathologie de l'antihistaminique, mais je ne suis pas néphrologue, donc je ne peux pas vous dire plus, mais ça, moi je m'arrangerai pour l'antihistaminique. Pour les patients qui font des réactions aux antihistaminiques. Des réactions Après l'antihistaminique. C'est-à-dire Ils font des urticaires, ensuite, à la prise de... Ah oui, donc on change d'antihistaminique. Et ça c'est vrai qu'il y a des antihistaminiques donnent des réactions d'hypersensibilité, c'est pas tout. Mais ça arrive. Donc là, on change d'antihistaminique. Il n'y a pas d'antihistaminique meilleur qu'un autre dans les études. Il y a des patients qui disent très bien, celui-ci est grave, et celui-ci c'est plus qu'il veut. Donc il n'y a pas de raison. Isolère dans l'angélène, mais c'est exceptionnel. Là, oui, traitement, bien sûr, bien sûr. Mais là, on n'a pas parlé. Alors, on est dans le. On revient à urticaire angioïdème. Question, c'est Xolaire. Donc, Xolaire, c'est exceptionnel. Je pense quand même qu'on va un tout petit peu trop vite au Xolaire. Moi, j'avoue que je rajoute cette étape corticodépendance à des corticoïdes.
Et j'ai pratiquement pas de patients que je laisse solaire parce que j'en ai pas besoin. Mais le médicament est exceptionnel. Le solaire donne des réactions d'hypersensibilité, on a publié là-dessus. C'est fréquent, hein, c'est pratiquement 1% des patients solaires qui font des réactions d'hypersensibilité immédiates. Elles sont dans l'immense, il y a un registre américain. Malheureusement, il n'y a pas d'exploration. Et nous, on a eu un patient qui était suivant de Meaux, qui a fait une authentique allergie géo-solaire. Et ce n'était pas le plastique solaire, c'était le polyéthylène-glycol qui était le véhicule de toutes les biothérapies, y compris le solaire. J'ai une patiente qui était sur et ça n'a pas aussi marché, donc j'ai mis en place un projet. Ah, mais c'est super, Ça a marché, mais après 6 mois, 1 an de traitement, dès qu'on a arrêté de c'est revenu. Mais après arrêt du solaire, vous avez vu, il revient toujours au même point, maladie chronique, traitement chronique. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, c'est pas une échec du tout. dès que je c'est très bien, et dès que j'arrête ça. Bien sûr. Non, non. Maintenant, je suis à plus d'1 an de traitement. Non, il faut reprendre le solaire. C'est cher, tu nous vas. Ah non, d'accord, bien sûr. C'est 700 €, donc c'est pas. Alors chez nous, c'est forcément remboursé. Donc, mais pour revenir, traitement chronique, donc l'urticaire est une maladie qui, par chance, ne dure pas toute la vie. C'est moins chronique que certaines pathologies, système nerveux central, rhumatisme, ou du moins, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de séquelles. Sclérose en plaques, ça laisse des séquelles, donc même si la maladie n'est pas évolutive, il n'y a pas de séquelles. L'urticaire, il n'y a pas de séquelles. Angioïdème, c'est pareil. Donc, c'est une maladie qui va être active, on dit quelques années. 5 ans, 10 ans. Mais avec des fois des grands intervalles. À partir du moment où elle est active, il faut la traiter. Traitement quotidien. Moi, j'attendrai pas autant si les antihistaminiques ne marchent pas. Là, il y a des nouveaux concepts qui sont ce qu'on appelle intervention précoce dans le traitement des maladies inflammatoires. Intervention précoce. Et il y a ce que les Anglais appellent, les anglophones, treat to target. Donc, on définit une cible et on va revoir le patient très régulièrement jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Donc, dans l'urticaire, disons que c'est pas de lésion d'urticaire. Donc, on voit le patient une première fois, on lui met en route un antihistaminique. 1 mois après, on le revoit. Si la cible n'est pas atteinte, on passe directement à 4 comprimés d'antihistaminiques. On le revoit au bout d'1 mois. Si la cible n'est pas atteinte, c'est la deuxième ligne de traitement. Et là, on a plusieurs choses, dont le numéro 1 qui est omalizumab. Donc, c'est uniquement 2 mois pour passer du urticaire à l'omalizumab. 2 mois seulement. Donc, ça, c'est important. Et à partir du moment où il est sous omalizumab, il répond bien à 300 mg, c'est parfait. Il ne répond pas, on monte jusqu'à 600 mg, et puis après on redescend à la dose la plus faible. Mais encore une fois, c'est vraiment nous qui bidouillons, parce que dans les maladies inflammatoires, quand on a la dose, on reste à la dose. Il n'y a que nous qui essayons toujours de diminuer, et des fois en diminuant, et bien, le patient va échapper, et voilà. Donc, il faut bien arrêter un jour, mais si la pathologie redémarre, elle va reprendre le traitement. Et ce sont des médicaments exceptionnels. J'ai pas d'air du cœur, qu'est-ce que je dois faire pour prévenir l'arrivée d'un Mais ça, j'ai plein de mots de patients. Alors, c'est pas pour l'autre cas, mais c'est pour la dermatite atopique. Je viens de toucher, j'ai une petite fille. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'elle ait un eczéma plus tard? Donc, toi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour expliquer, pour éviter d'avoir un urticaire? Les aliments histaminolibérateurs. Pardon? Les aliments histaminolibérateurs d'abord. Oui, moi j'ai l'impression qu'au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'urticaire. Si. On a une prévalence qui augmente année après année. D'accord. La prévalence est en très nette. Mais moi j'ai l'impression qu'on fera tous ces urticaires un jour, parce qu'on a des cellules qui sont là pour nous avertir des dangers, et on est entouré de dangers, chez nous.
Donc, vivre sainement. Une alimentation saine. Ah ben ça c'est sûr. L'alimentation, ça c'est le numéro 1. La nutrition, c'est ça. Et puis après, c'est vivre comme nos grands-mères, hein, ou nos grands-pères, c'est-à-dire il y avait de l'activité physique, on n'était pas vissé sur les ordinateurs. Donc je pense que l'activité, l'alimentation, c'est déjà pas mal. Ils sont principaux. Et aussi pour prévenir l'alimentation. Nutrition. Non, c'est nutrition. C'est toute l'histoire du microbiote. Ça soit intestinal, il y a le respiratoire, très intéressant le respiratoire. Il y a le digestif. Le microbiote, il dépend de notre alimentation. Donc le microbiote, on sait depuis la nuit des temps, enfin j'exagère pas, on sait depuis longtemps qu'il est indispensable, c'est sa profite, puisqu'on a l'exemple de la souris, une souris axénique, c'est-à-dire une souris qui n'a aucune bactérie, virus ou champignon, ça profite. C'est une souris qui vit 2 fois moins longtemps qu'une souris normale. Une souris normale, ça vit 2 ans. Une souris que l'on sort stérilement, hein, on fait une césarienne à la maman, la souris est stérile et on la met dans un environnement stérile, on appelle ça SOPF, sans pathogène et sans opportuniste. Elle vit 1 an. Elle fait tout un tas de problèmes, de pathologies. Donc on sait que c'est indispensable à la vie, le microbiote. Après, chacun a un microbiote qui dépend de tout un tas de choses, mais le plus important, c'est la nutrition. Et on ne change pas un microbiote en le mangeant, en l'ingérant, il ne s'installe pas, parce que l'installation du microbiote dépend de ce que l'on met dans le digestif. Prébiotique, donc prébiotique, probiotique, etc. Et donc, la seule manière de changer le microbiote, c'est de changer l'alimentation. Et là, quand on passe d'un régime à un autre, c'est drastique, les conséquences sont monumentales. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore le côté pratique. Voilà. On sait que c'est indispensable, par exemple, il y a des travaux, là, des chercheurs parisiens là, extraordinaires, au cancéro, qui montrent que, on est chez l'homme, qui ont montré chez l'animal avant, que la réponse à l'immunothérapie dans le mélanome malin est directement liée à la qualité du microbiote intestinal du patient. Ceux qui répondent ont des types de bactéries saprophytes particulières par rapport à ceux qui font des métastases. C'est la théorie hygiéniste. Alors, peut-être appliqué à la patiente. Mais c'est extraordinaire. Il y a 2 groupes complètement différents de patients. Ceux qui progressent et ceux qui réagissent. Donc, c'est majeur. Par contre, on ne sait pas. C'est pas en prenant les bactéries qui sont protectrices de l'évolution à la métastase que le patient n'aura pas de métastase. Et on ne sait pas exactement, chez un patient donné, quelle est l'alimentation à lui donner pour qu'il ait les bonnes bactéries. Donc voilà, il reste encore il y a du travail. C'est du travail. Merci pour votre intervention. Si vous voulez la place des antileucotriens dans l'urticaire, parce qu'il y a des patients qui ont une flou d'augmenter la dose des antihistaminiques par risque de prise de poids. Dans ma petite expérience, quand j'ajoute les antileucotriens, ça renforce et ça donne de très bons résultats. Ça, la première question. Et pour la deuxième, il y a des urticants qui sont déclenchés par l'effort physique et l'activité physique. Chez ces patients, on va interdire l'activité physique définitivement. Parce qu'à chaque fois qu'ils font un effort, ils vont, même sous antihistaminique. Donc, première question, antileucotrienne. Donc, moi je suis un fanatique des antileucotriennes. Par contre, si on prend une population d'urticaires, on leur donne un antihistaminique, 1 jusqu'à 4, ça marche dans 80-90% des cas. Les 10-20% qui restent, là-dedans il faut sortir les corticodépendants. Mais ça marche. Si on fait la même chose avec les antileucotriennes, ça ne marche pas. Très peu de patients, 10-15%. Donc, les antileucotriennes ne sont pas un traitement de l'urticaire. Par contre, un patient qui résiste aux antihistaminiques, si ceux-là, on rajoute aux antileucotriennes, là on récupère pratiquement la moitié des patients. Mais on part de cette... ça n'est pas un traitement d'urticaire, les antileucotriennes, mais ajouter aux antihistaminiques,
Si l'urticaire reste résistante, là on récupère une partie des patients. Ça veut dire qu'il y a une partie, quand on fait le schéma du mastocycle, il y a histamine d'évaluation, puis il y a cette phase intermédiaire, prostaglandine leucotrienne, qui manifestement contribue une partie chez les patients qui par ailleurs ont l'histamine qui est bloquée et qui continuent à avoir des lésions. Donc c'est comme ça qu'on raisonne. C'est comme dans l'asthme aussi. Pardon. Comme dans l'asthme, le patient qui répond mal au traitement, on ajoute et ça marche. Très bien. Ça marche. Et la deuxième question, c'était les urticaires physiques, c'est très compliqué, en effet. Et c'est vrai que, alors, le mastocyte, il y a des barorécepteurs, il y a des thermorécepteurs. Nous, on a un appareil qu'on appelle, enfin, on n'a plus les dermatologues, on a un appareil qu'on appelle un dermatographe. C'est un stylet qu'on applique sur la peau, et puis on va tirer une ligne, et sur le stylet, on met différents poids. Et ça nous permet de détecter les patients qui ont une sensibilité de l'activation mastocytaire à la pression. Mais si je mets un poids suffisant, tout le monde fait un dermographisme. Parce qu'à la surface des mastocytes, j'ai des barorécepteurs. Donc tout le monde fera un dermographisme si le poids est élevé. Et puis après, en effet, quand je diminue le poids, là, je vais garder uniquement les patients qui ont des mastocytes préactivés, suffisamment fragiles pour qu'un petit frottement induisant une activation modérée des barorécepteurs suffise à activer. C'est pareil pour les thermorécepteurs. Urticaire au froid, il suffit de descendre la température, on fera tous une urticaire au froid. Maintenant, à 10-15 degrés, 5 à 15 degrés, seuls les patients qui ont cette urticaire physique vont faire une urticaire au froid. Et là, c'est vrai que c'est pas facile. Antihistaminique, il y a que ça, mais on ne peut pas contre-indiquer ce sport. Nous, on a des sportifs sous omalizumab avec urticaire physique. Et ça marche aussi bien l'omalizumab. Autant les antihistaminiques ne sont pas efficaces, enfin, c'est pas vrai. Autant ils sont peu efficaces, autant l'omalizumab est aussi efficace dans l'urticaire physique que l'urticaire commune. Pour les facteurs déclenchants, est-ce qu'on peut prévenir les poussées pour certains facteurs déclenchants? Par exemple, si on a une infection, est-ce qu'on peut doubler la dose d'histaminique pour prévenir? Pour le stress aussi, si on suspecte 15. Ah oui, bien sûr, on peut doubler la dose. Alors le mieux, c'est quand même de limiter les facteurs déclenchants. C'est toujours pareil, il faut arriver à vivre avec ces maladies. Là, c'est une histoire, alors, ils sont magnifiques. On ne connaît pas les facteurs déclenchants. Mais quand on les connaît, des fois, on ne peut pas les... Cette histoire de cette femme, elle habite vers Vichy. Vichy en France, c'est au milieu de la France. Et je la vois arriver un jour à la consultation, et pour venir, elle a pris un bus, un train, un deuxième bus, un troisième bus. Elle arrive 1 heure, 2 heures après, en retard. Mais quand je vois d'où elle vient, bien sûr que je l'accepte, et je lui dis, qu'est-ce qui vous amène? Elle me dit, je fais de l'urticaire quand je mange des fraises. Je lui dis, il ne faut pas manger de fraises. Et je me rends compte qu'elle a fait tout ce chemin, et elle me dit, mais j'adore les fraises. J'avais un grand jardin avec tout un tas de légumes, j'ai tout arraché, je n'ai mis que des fraises. Alors, elle me dit, quand je mange une fraise, ça va, mais quand je mange une petite coupelle, je fais du urticaire. Et sachant qu'elle venait de loin, je lui ai proposé quelque chose qu'il ne faut pas proposer. Je lui ai dit, écoutez, vous devriez arrêter de manger des fraises, mais d'un cas présent, quand vous voudrez manger des fraises, eh bien, 1 heure avant, vous prendrez votre traitement antihistaminique, un comprimé. Parce que moi j'ai vu... Et je lui dis, merci de me tenir au courant quand même. C'est la première fois que je donnais des antihistaminiques pour que quelqu'un mange des fraises. Alors, 1 année plus tard, ce que je lui avais dit, on se reverra dans 1 an si vous voulez. 1 année plus tard, je la vois arriver, elle ne m'a pas tenu au courant, je la vois arriver, toujours 2 heures de retard, parce qu'elle prend un bus, un train, un premier bus, un deuxième bus pour arriver à Lyon. Alors, je lui dis, installez-vous, comment ça va? Elle me dit, ça ne va pas du tout. Je lui dis, comment ça ne va pas du tout? Elle me dit, avec votre traitement, quand je mange une petite coupelle, j'ai pas d'urticaire,
Mais si je mange un saladier, j'ai le problème. Et là, j'ai tenu le coup, parce que j'aurais très bien pu lui dire, prenez 4 comprimés par jour. Donc, il y a toujours des facteurs déclenchants, mais cette patiente, vous vous rendez compte, le circuit, ça, en plus une femme qui marchait mal, qui avait des difficultés, qui avait encore du café, il faut vraiment se rendre compte de la puissance de nos pulsions. Surtout que les fraises, au Maroc et en Europe, elles sont magnifiques. Parmi les facteurs déclenchants, on peut citer la grippe, n'importe grippe. Est-ce qu'on peut conseiller aux patients qui ont une urticaire chronique de se vacciner, même pour les jeunes? Ah, alors je pensais que tu allais dire de doubler la dose. Doubler la dose, faire le vaccin anti-grippe. L'urticaire infectieuse, tu l'as vu, il y a des l'urticaire de stress, il y a les neuromédiateurs, il y a tout ce qu'il faut. Donc bien sûr qu'on peut anticiper et dire on double la dose. Question pour l'urticaire secondaire de dosage qui est un problème Non. Non, thyroïde, est-ce qu'on peut poser les anticorps antipéroxyde? Non. Thyroïde, on est sur angioédème du visage et thyroïde. Thyroïde, anticorps anti-TPO, c'est un marqueur de terrain d'auto-immunité dans l'urticaire. Anticorps antinucléaire, anticorps anti-TPO. Mais il n'y a pas de lien urticaire et thyroïde. C'est le terrain d'auto-immunité. Il n'y a pas d'autre lien que ça. Pardon, qu'est-ce qu'on préconisait dans l'urticaire au fond? Antihistaminique, et puis se protéger du froid, mais c'est comme dans le syndrome Goreno, se protéger du froid, ça dépend du seuil de déclenchement de l'urticaire, c'est vraiment... Donc nous, on ne fait pas ça, mais il y a des centres experts, on nous fait des instituts qui ont donc des thermographes, qui sont capables de détecter la température à laquelle on active les vaccinations. Donc, histoire d'avoir une idée de la sévérité. Mais là, on vit au même image. Anti-GE. Par jour. Alors, on fait on fait magnifier anti-récepteur de mais sinon, en préventif, c'est acétraldehyde, et c'est un comprimé par jour, et là vous êtes parti. Et c'est pas tout, non, ça sert surtout en test diagnostic. Moi, je dois avoir un ou deux patients, je vais les faire qui sont dans les centres de référence des angioédèmes, c'est une maladie qui est très rare. Quand j'étais militaire, on est dans des maladies orphelines. Dans la dose de 150 ou 500 150 par jour. Pardon 150 par jour. On a fait 250 et 500. Ah ben là, c'est 250. Allez, 250 par jour. Question pour maintenant pour ajouter les Pour les antihistaminiques, il considère que 150 antihistaminiques en un mois, ça doit avoir une pathologie. Donc, il ne faut pas se dire c'est un mois avec une grosse amélioration. On passe à la société, on passe à la société. S'il y a 4 conclusions de moyenne, amélioration et qu'on soigne les recommandations si on soigne les antibiotiques, si on va avec les antihistaminiques, c'est-à-dire que on prescrit les antibiotiques que lorsqu'on est passé à une dose oui. Oui. Elles sont associées ça n'est pas recommandé. Les recommandations sont prendre un antihistaminique de deuxième génération, et après, si on passe à 4, c'est 4 fois le même. Salut, c'est on peut bien faire. Je ne sais pas. De façon à la belle chose. Ça n'est pas recommandé. Une question. dans le cadre de risque d'origine autochtone. شوفوا اللي مهم هو اللي مهم تكون
Bien sûr. Donc, là, on est passé dans les premiers auto-imams de la configuration des antisémites sont pas efficaces. C'est pas le salut. Oui, mais il vaut mieux les mettre sur porte que le jeu pour. Parce que même si c'est pas bien mauvais, bravo. C'est prévention des poussées. Nous, on s'en sert souvent de test diagnostic. Donc, un point des acides, quelqu'un qui dit qu'il fait de poussées d'angioïdème par semaine, si on donne moins il a fait, c'est un fort argument pour. Donc, on se colle sur la régularité des poussées du patient. Si on est coincé, s'il nous dit je fais 3 poussées par an, et tant pis, 3 poussées par an, si on a la notion que les antihistaminiques sont pas efficaces, on passe à Hexacil et puis on va lui faire 1 an de traitement et puis on reverra au bout d'un an. L'Hexacil, c'est un peu comme les antihistaminiques, c'est très bien toléré. Donc là, on est tranquille. Il faut s'en servir en test diagnostic, ça va faire. Merci beaucoup Jean-François Nicolas pour cette excellente matinée interactive. Donc c'était vraiment passionnant. On vous donnera probablement rendez-vous dans quelques mois pour notre thématique. Là, à part le rapport calme et à part la MAPAT. Donc on passera au déjeuner au premier étage et on se retrouve à 14h30 pour la suite du programme. Merci encore. Merci pour la participation exemplaire. Vous êtes de très bons étudiants.